Tamaka biso le bato za mabe soto biso moto ngobongisa esika na biso te tala mona eza mesa bato ngobongisa te batikaka bunga ko na bato bakufa te tala ko na ngoye azali mususu ye wana baliko bongisa te sala ngoma esala mana wenze na biso esala maka service à santé ezala akili tia obwaka ezala akili. De passage à Kinshasa pour les affaires ou les vacances, ou simplement à la recherche d'un véritable havre de paix en pleine capitale, la Sofimob vous propose le cadre de vie idéal. Nous vous ouvrons le porte de la résidence Manassé 2. Nous mettons à votre disposition deux appartements meublés avec de meubles de haute qualité. Tout est pensé pour votre confort. Deux chambres spacieuses pour vous garantir un repos total. Deux salles de bain modernes et bien équipées pour votre intimité. Une cuisine moderne et parfaitement fonctionnelle pour préparer vos repas. Une salle à manger chaleureuse pour passer de bons moments. Et un balcon privé pour vous détendre en toute tranquillité. Pour que votre espace reste toujours propre et impeccable, un service d'entretien qualifié et très professionnel s'occupe de tout pour vous. Pour votre tranquillité d'esprit, nous assurons de services continus, un ascenseur, un parking sécurisé pour vos véhicules, Internet au débit 24 heures sur 24, l'eau et l'électricité garanties 7 jours sur 7, ainsi qu'un abonnement Canal+ permanent pour vos loisirs. Nous sommes idéalement situés à seulement 3 minutes en véhicule et 10 minutes à pied du boulevard du 30 juin, au croisement des avenues Ouangata et Lualaba, au numéro 146, à seulement 500 mètres de l'hôpital de référence ex-Mamayemo. Pour vos réservations, contactez-nous dès maintenant au 097 013 98 06 ou encore au 082 868 92 64. Sofimob, votre appartement, votre confort, notre engagement. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Peuple Mokondi de ce jour. L'accord de paix entre Kinshasa et Kigali signé à Washington le 27 juin 2025 est à marche, je voulais dire, en République démocratique du Congo. C'est la question que l'on se pose en ce jour, une année après. Vous le savez, l'accord de paix entre ces deux pays, donc la République démocratique du Congo et le Rwanda, repose sur 7 piliers. Il s'agit de la fin des combats, le respect des frontières, le retrait des forces étrangères, la neutralisation des groupes armés, le retour des réfugiés, un mécanisme conjoint de sécurité et une coopération économique et régionale. Ces engagements devraient être mis en œuvre progressivement selon un programme précis. Alors, c'était de 30 à 90 jours suivant la signature de l'accord que tous ces engagements devraient être mis en place. Aujourd'hui, une année après, on se pose la question si cet accord est respecté ou pas. Pour en parler, j'ai reçu pour vous Monsieur Mike Azaria Kanou. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes consultant et chercheur en droit public et institutions publiques, politique. Exactement. Voilà, il est juriste. Et à ma droite, c'est Monsieur Adel Vundouawe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du parti politique Force républicaine du Congo, parti politique proche de l'opposition. Il est également juriste. Effectivement, nous Bienvenue sommes proches de l'opposition.
Merci à vous. Voilà, le débat est lancé. Bien avant d'aborder ces sujets, nous allons quand même commencer par ces sujets indispensables. Il s'agit de ce rififi entre l'Église catholique, notamment la SEMCO, et les partis au pouvoir IDPS. Ça tire à balles réelles. Il y a des accusations de part et d'autre. Vous, monsieur Azaria Canon, ça vous inspire quel commentaire? Bon, merci pour l'occasion de parler de ces sujets qui sont importants. Pour être objectif, je crois que la question sur le changement de la Constitution, parce que c'est de ça dont il s'agit, est une question éminemment politique qui touche non seulement l'exercice de l'engagement politique, mais aussi qui touche l'exercice des institutions. Et vous comprendrez avec moi, ni dans l'un des contextes, ni dans l'autre, la SEMCO a ni des compétences, ni la vocation d'aborder ce genre de sujet. En revanche, la SEMCO, en tant qu'institution que je qualifie sociale, de la société civile, a justement la responsabilité d'émettre des avis, comme je l'ai dit la dernière fois, d'émettre des avis en qualité de structure qui y a aussi l'attention de l'opinion, d'émettre des avis qui peuvent éclairer, que ce soit le camp du changement ou le camp qui refuse le changement, mais aussi l'opinion. Ce que je trouve en revanche étrange, c'est la posture de la SEMCO. La SEMCO s'érige en une institution au-dessus de toutes les institutions, au point que dans sa manière de prendre position, elle donne l'impression de donner des ordres et des instructions aux institutions ainsi qu'aux animateurs. Donc je crois que tout acteur politique, c'est de la même manière qu'aujourd'hui nos amis de l'opposition fustigent l'action de Ejibaya Mampia avec son mouvement et son groupe. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la prise des positions d'Ejibaya Mampia est une prise de position qui s'apparente à des instructions et qui s'apparente à des ordres. Donc la précision qu'il faudra apporter ici, c'est que seules les institutions de la République constitutionnellement et légalement établies ont le pouvoir, n'est-ce pas, de l'exercice du pouvoir en République démocratique du Congo, et toutes les institutions, ou je veux dire toutes les associations ou les structures qui ne sont pas les institutions légalement établies, n'émettent que des avis. Je finirai par dire que la guéguerre qu'on constate aujourd'hui entre la SEMCO et les structures du parti au pouvoir, pour moi je dirais que c'est une honte pour la SEMCO. Pourquoi? Parce que on penserait que la SEMCO se transforme en une organisation politique. Parce que quand l'UDPS parle, la SEMCO rétorque, on n'a pas l'impression que c'est une institution ecclésiastique. Je vous donnerai l'exemple de la sagesse de l'ECC. L'ECC a émis un avis qui est un avis, je dirais pas totalement en adéquation avec la volonté du pouvoir de changer la Constitution, un avis qui est resté équilibré, mais qui a été fait de manière respectueuse, mais aussi avec beaucoup de retenue. Donc je crois que je conclus en disant que la SEMCO se donne beaucoup des ailes, mais aussi contribue beaucoup à la déstabilisation, n'est-ce pas, de l'environnement politique. Et le conseil que je peux, qui ne sera pas entendu bien évidemment, le conseil que je peux prodiguer à ceux qui écoutent la SEMCO, c'est de considérer que la SEMCO n'a pas de compétences étatiques, n'a pas de compétences institutionnelles. La SEMCO n'est que une organisation qui peut émettre un avis, qui peut être suivi ou pas. Voilà. Je préfère vous relancer. Aujourd'hui, nous avons vu Augustin Kabouya, le chef du parti présidentiel, qui a accusé la SEMCO de travailler en complicité avec les Rwandais pour la déstabilisation de la partie est du pays. La SEMCO, à son tour, par la voix de M. Cholet, l'abbé Cholet, a répliqué pour dire que c'est plutôt les gens de l'UDPS qui travailleraient avec les Rwandais. Je répondrai à cette question tout en préservant, dans une volonté de préserver la réputation de la SEMCO, qui est censée être une réputation à riz doré.
Sinon, je risquerais d'être un peu désobligeant vis-à-vis de la SENCO, parce que vous vous souvenez que la SENCO, dans sa prise de parole depuis le début des hostilités que le Rwanda a lancées contre la RDC, la SENCO n'a jamais pris position de manière claire et précise pour les intérêts de la RDC. Et je peux vous assurer, je vous rappelle que la SENCO, par la voix de son porte-parole, je crois ce porte-parole ou secrétaire général, quelque chose comme ça, monsieur Labi Cholet, est passé à la radio Top Congo FM pour mettre sur un même pied d'égalité les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces rebelles soutenues par le Rwanda, en disant que toutes ces deux forces sont en train de s'entretuer. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que la SENCO nie volontairement et de manière délibérée les faits de l'agression rwandaise, parce qu'il y a eu un matin où nous avons tous appris que Bunagana a été prise. Bunagana a été pris par qui? Bunagana a été pris un jour, un matin. Les habitants de Bunagana ont constaté que les militaires sont entrés dans leur territoire, ont commencé à tuer, à massacrer, à violer, à piller. C'était ça le début pour la résurgence de cette période. Et cette emprise du territoire s'est agrandie jusqu'aujourd'hui à des gros pans de territoire qui ont été pris. C'est-à-dire que cela cristallise le fait que le Rwanda a agressé la RDC par les biais du M23. Cela a été précisé par tous les rapports. Maintenant, quel est le jour que vous avez entendu la SENCO parler du Rwanda comme agresseur ou parler du M23 comme supplétif? Voilà, puisque vous en parlez, le communiqué, voilà, je vous l'ai dit, le plus marquant est celui du 10 novembre 2022, à l'issue de son assemblée plénière extraordinaire, dans une déclaration intitulée « L'heure est grave, notre pays est en danger », la SENCO avait dénoncé l'agression rwandaise à travers les M23. Oui, c'est une posture hypocrite, parce que si la SENCO a dénoncé l'agresseur, il ne va pas vers l'agresseur pour solliciter une négociation. Mais c'est lui le médiateur. Désigné par qui? La SENCO se propose d'être médiateur entre Kinshasa et Kigali. Mais désigné par qui? Et qui désigne les médiateurs? Justement, nous sommes en République démocratique du Congo. Il y a des institutions qui sont constitutionnellement établies et qui sont légalement établies, qui sont constitutionnellement des représentants légaux de l'État. Donc, s'il y a une initiative, n'est-ce pas, qui consiste à aider la RDC à retrouver la paix, je crois que ça doit être fait en conformité avec la volonté du pouvoir. Mais pourquoi la SENCO est aujourd'hui dans la guéguerre avec la République? Je dirais avec la République. Mais parce que la SENCO ne poursuit pas les intérêts de la République. Mais la posture, donc si vous permettez, l'attitude de monsieur le secrétaire général, qui est une attitude politique, n'est pas une attitude étonnante, parce que justement, ce n'est pas que le secrétaire général de l'UDPS a une tribune et un micro pour parler afin qu'il soit écouté. Mais il y a plusieurs Congolais qui n'ont pas la possibilité de passer sur les plateaux de télévision comme nous, avoir la possibilité d'avoir un micro pour juger la posture de la SENCO. Mais la posture de la SENCO a été clairement, de manière établie, prouvée comme une attitude partisane au profit des agresseurs de la RDC. Dernière relance, vous dites que la SENCO n'a pas expressément condamné le Rwanda. Est-ce n'est pas une posture du médiateur? Si elle condamnait directement les Rwandais, elle ne pourra plus être médiateur entre Kinshasa et Kigali? Non, je ne pense pas. Et médiateur doit être au milieu du village. Écoutez, il y a une différence entre une posture neutre et une posture équilibrée. Une posture équilibrée, c'est une posture qui permet de responsabiliser chacun
devant ou en fonction de ses actes. Elle l'a fait déjà. Non, pas du tout. Parce que je viens de vous dire ici que les récentes déclarations de l'abbé Chollet, si quelqu'un n'est pas avisé pour la masse, non pour l'élite, mais pour la masse, quelqu'un qui comprend les déclarations de l'abbé Chollet, il comprend qu'en réalité, en RDC, il y a une guerre symétrique, ça veut dire deux États officiellement qui se sont déclarés mutuellement la guerre. C'est ça l'approche que prône l'abbé Chollet. Alors que aujourd'hui, il est clairement établi que nous sommes en agression. Je vous donnerai l'exemple des États-Unis. Les États-Unis sont aussi médiateurs. Mais les États-Unis n'ont pas eu d'obstacle ou ne se sont pas vus buter un obstacle de condamner le Rwanda. Après, bien évidemment, la signature de l'accord. Voilà l'attitude sérieuse d'une institution ou d'une entité qui se propose être un médiateur. Le médiateur, c'est qui? Le médiateur, c'est celui qui cherche la paix au détriment de la justice. Non, je ne pense pas. Le médiateur, c'est celui qui cherche la paix, mais une paix qui soit une paix réparatrice. Et j'ai chute, monsieur Gilbert, en vous faisant un petit rappel. Okay. Vous savez que le Rwanda, parce que cette guerre, l'analyse politique, c'est aussi l'histoire. Cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Cette guerre a commencé en 1997. Et le Zaïre n'a jamais attaqué le Rwanda. C'est le Rwanda qui a attaqué le Zaïre par le canal de l'Afdel. Tous les accords qui ont été signés par l'influence du Rwanda ont eu un seul point commun. Hostilité. Après l'hostilité, pendant la négociation, on demande l'amnistie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tue, tout en sachant qu'on va exiger de ne pas être responsabilisé des actes. Lorsque vous lisez l'accord de Lusaka, lorsque vous lisez l'accord global et inclusif, lorsque vous lisez l'accord de paix entre le CNDP et le gouvernement de la République démocratique du Congo, vous trouvez qu'il y a un mot qui revient: amnistie, amnistie, amnistie. Ça veut dire... On est en train de primer les mâles. Exactement. Ça veut dire, il est clairement dit dans les accords que je viens de citer, si vous les lisez, vous allez vous rendre compte que le Rwanda qui a occasionné 30 millions de morts, 30 millions de morts, pour être un peu mathématique ou être mécanique, c'est 2 fois pratiquement la ville de Kinshasa. 30 millions de morts. C'est 2 fois la ville de Kinshasa. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Rwanda qui a occasionné la disparition de manière meurtrière des 2 fois la population de la ville de Kinshasa veut ou demande être dans une table de négociation, et que à l'issue de cette négociation, qu'on puisse dire: le Rwanda, on vous pardonne pour le meurtre de 30 millions des Congolais. Et la SELCO appuie cette approche. Je crois qu'il est des bons droits pour tout Congolais averti de comprendre que si mon frère Vundoa, que je vois aujourd'hui, ce matin, j'apprends demain qu'il a été lâchement assassiné par quelqu'un, oui, si vous vous proposez d'être un médiateur entre le monsieur et moi, l'assassin et moi, je vais accepter, mais je continuerai sous votre médiation à demander justice. Sinon, je cracherai sur la mémoire de mon frère. Très bien. Vous comprenez? Merci beaucoup pour cette belle introduction explicative. Monsieur Vundoa, ça tire à balles réelles entre UDPS et la SENCO. Augustin Kabouya qui qualifie Chollet d'un célibataire, tout à fait normal, qui ne peut pas prendre la parole d'après lui. Est-ce qu'il est interdit à un célibataire d'opiner sur un sujet en République démocratique du Congo? Pourquoi ces propos, pourquoi ces guerres entre l'Église catholique et l'UDPS, qui hier était du côté de l'Église pour contester le 3e mandat de Kabila? Merci pour la parole accordée, M. Gilbert. Vous savez, la vie politique, c'est aussi avoir l'essence de l'histoire, avoir aussi à connaître les événements passés, dans le bien ou voilà, et même dans le mal. Il vous souviendra que le même IDPS qui aujourd'hui tire à balles réelles à SENCO en 2016, 17, 18 était d'un commun accord
avec la Cinco pour, n'est-ce pas, contraindre Joseph Kabila à respecter la Constitution, à organiser les élections et que nous ayons des institutions, de nouvelles institutions régulièrement établies. L'UDPS avec la Cinco, c'est un mariage qui date, en commençant par le feu Etienne Tshisekedi. Et même Félix Tshisekedi ne va pas le nier, il était à côté de Cholé. En 2017, en 2018, c'est l'accord de Saint-Sylvestre qui a permis de programmer les élections. C'est l'accord de Saint-Sylvestre qui a permis, n'est-ce pas, de libérer les prisonniers politiques. Et aujourd'hui, on a Félix Tshisekedi à la tête du pouvoir en partant de cet accord. Mais aujourd'hui, la Cinco, puisque il doit toujours être du côté du peuple, la Cinco a, n'est-ce pas, éclairé la population sur des vérités évidentes et claires que tout le monde connaît. La situation politique aujourd'hui en République démocratique du Congo, en commençant par la crise sécuritaire, la faiblesse des institutions, l'impossibilité de l'amélioration des conditions de vie de la population. Voilà, tout le monde a connaissance de ces situations. Et je ne pense pas que exprimer volontairement son désaccord face à une démarche X, notamment le changement de la Constitution, peut, n'est-ce pas, coller à la Cinco, les cachets ou sinon les rôles d'un déstabilisateur des institutions. Je ne pense pas. La Cinco, pour sa part, estime que le peuple congolais a déjà, n'est-ce pas, exprimé par référendum le vote de la Constitution du 18 février 2006 et qu'à ce stade, il n'est pas opportun ou nécessité, il n'y a pas nécessité de changer la Constitution puisqu'on ne peut pas se réveiller à 2 ans de la fin de son mandat, dire finalement il y a une crise sécuritaire et que nous devons changer la Constitution. Non. Il n'y a pas que la crise sécuritaire, il y a aussi la crise sanitaire. Effectivement, la crise multiforme. Et si aujourd'hui on n'arrive pas à résoudre la question de l'insécurité à l'est du pays, la faute est à qui? Mais la faute est à ceux-là qui sont aujourd'hui obsolescents. Mais la faute est à ceux-là qui n'ont pas, n'est-ce pas, le moyen, ou sinon pas les moyens, qui n'ont pas un leadership éclairé pour sécuriser la population et leurs biens, pour sécuriser les périmètres carrés de notre territoire. Comme la mission première d'un État, c'est de sécuriser. Alors lorsqu'on arrive à une sorte de déliquescence totale, lorsqu'on arrive à la défaillance de l'État, nous comprenons finalement qu'il y a une crise de leadership, il y a la faiblesse de la qualité de la gouvernance. Et qu'est-ce qu'on doit faire à ce stade? Puisque l'État n'est pas à mesure de nous sécuriser au travers les FRDC, on doit, n'est-ce pas, aller vers un dialogue pour examiner les causes profondes de cette crise, pour, n'est-ce pas, trouver un terrain d'attente pour améliorer les cadres politiques et institutionnels. Alors, que dites-vous de ceux qui disent que le CC a été plus sage et mature dans sa prise de position face à ce sujet des changements de la Constitution par rapport à l'Église catholique qui était trop directe? Je pense que si vous lisez le point 5 de la déclaration de l'ECC, il est clairement référé que toute réforme constitutionnelle doit, n'est-ce pas, se conformer aux prescrits de l'article 218, 219 et 220 de la Constitution. Donc pour ma part, j'estime que l'ECC n'a pas été équilibré, comme mon frère l'a dit, mais je pense que l'ECC a plutôt été du côté du peuple pour obliger ou sinon contraindre les pouvoirs à respecter la Constitution du 18 février 2006, puisque
la RDC n'est pas le seul pays à avoir une crise sécuritaire et économique. Je vous citerai beaucoup de nations qui ont eu le même problème. Mais est-ce que c'est la Constitution qui empêche au pouvoir public de doter nos FARDC de logistiques conséquents pour sécuriser nos territoires? Est-ce que c'est la Constitution 18 février 2006 qui empêche au gouvernement d'améliorer les conditions de vie de la population? Non. Et quand on est défaillant, quand on est irresponsable, quand on est incompétent, mais le chemin le plus proche, c'est quoi? C'est de démissionner. C'est pourquoi nous appelons le président de la République D'où la raison à démissionner d'être de votre marche du 8 juillet 2026. Effectivement, la coalition 64 avec les forces vives de la nation vont, n'est-ce pas, être dans la rue à travers le territoire national pour, n'est-ce pas, exprimer nos revendications quant à la démarche suicidaire du changement de la Constitution qui n'a rien à voir avec les intérêts de la population, mais plutôt on veut, n'est-ce pas, avoir un monarque, avoir voilà, une monarchie voilà, charismatique d'un homme qui restera un président à vie. Très bien. Alors, un an après, prenons le sujet du jour. Un an après, quel bilan de l'accord de Washington, signé à Washington bien sûr, entre Kinshasa et Kigali? Il nous a été présenté par les adeptes de l'Union sacrée que l'accord de Washington, c'est une baguette magique qui va voilà, d'un coup résolver les questions de l'insécurité. On nous a présenté que l'accord de Washington va, n'est-ce pas, voilà, apporter des financements économiques à hauteur de 600 milliards de dollars. On nous a dit qu'il y aura des investisseurs, des entreprises américaines qui sont installées en République démocratique du Congo. Mais curieusement, un an après, on se rend compte que rien ne marche. Le blocage est à tous les niveaux. Et vous comprendrez par la suite que cet accord a été plutôt un fiasco. Cet accord a été plutôt voilà, la vente ou sinon voilà, la balkanisation déguisée de notre pays, puisqu'on a précisé que les conditions ou sinon les termes repris dans l'accord, voilà, doivent, n'est-ce pas, être mis en exécution en ayant un délai de 30 jours. Et on ne peut pas comprendre que 30 jours après la signature, il n'y a pas l'effectivité de l'accord et on se retrouve un an après. Donc, quand mon frère va prendre la parole, il serait préférable qu'il nous explique, puisque c'est eux qui ont signé cet accord avec les États-Unis. Il a taxé ici, pas taxé, mais apprécié les États-Unis d'être une institution sérieuse. Donc, il va nous dire pourquoi l'accord qui prévoyait l'effectivité ou sinon l'application après 30 jours, on est aujourd'hui à un an sans l'effectivité de cet accord. Où sont les investisseurs? Qui a violé cet accord entre Kinshasa et Kigali? Qui de ces deux capitales a violé cet accord? Je pense que personne n'a violé l'accord, mais plutôt c'est Kinshasa qui est dans une posture vraiment triste, puisque l'accord prévoyait que le Rwanda a comme sa part de responsabilité de relever ou sinon de retirer, de neutraliser les FDL. De retirer ces... là, c'est la RDC plutôt. Bon, d'abord le Rwanda. Le Rwanda, pour que le Rwanda retire voilà, ses troupes ou sinon ses mesures défensives, la RDC devait traquer les FDL. mesures qu'ils qualifient de défensives, en réalité, ils sont sur le sol congolais. Non, mais c'est M. Tshisekedi qui est allé signer cet accord. Alors, la RDC a pour marché de traquer les FDLR et de les présenter au Rwanda. Et le Rwanda, pour sa part, va, n'est-ce pas, retirer ses mesures défensives. Mais lorsque la RDC... Pourquoi vous ne dites pas que le Rwanda doit retirer ses troupes en RDC, notamment les rebelles qui sont dans l'est du pays? Je me conforme par rapport au terme de l'accord. Au terme de l'accord. Très bien. Au terme de l'accord, je comprends. La RDC doit présenter les FDLR. Alors, lorsque la République démocratique du Congo ne présente pas les FDLR au Rwanda, pourquoi on a un contrat, l'un ne veut pas remplir sa part du marché, pourquoi le Rwanda va retirer ses mesures défensives?
Donc, les deux pays n'ont pas respecté l'accord. Non, c'est la RDC qui n'a pas respecté l'accord. Il doit d'abord traquer les FDLR et les présenter. Mais le Rwanda devrait aussi retirer ses troupes sur le sol congolais. Non, la condition obligatoire, c'était d'abord la responsabilité à la RDC. C'est pourquoi je vous Donc, ai... c'est la RDC qui devrait commencer. C'est pourquoi je vous ai dit... Mais c'est écrit nulle part dans l'accord. Hein. Tantôt ici... J'ai pris le temps de lire cet accord. Non, c'est écrit. Il y avait plutôt un délai de 30 à 90 jours. Vous connaissez Nathaniel Onokomba? Ça devrait se faire au même moment. Vous connaissez Nathaniel Onokomba? Bien sûr que oui. Il est aujourd'hui à Ndolo. On lui reproche qu'il a, n'est-ce pas, dédouané le Rwanda de ses responsabilités d'agression, alors qu'il n'a pas dédouané le Rwanda. Dans l'accord, il est précisé. Est-ce que dans l'accord, si vous l'avez lu en totalité, est-ce qu'il est précisé là-bas que le Rwanda nous agresse? Non. On a parlé de mesures défensives. C'est-à-dire la RDC a reconnu que les FDLR existent et que le Rwanda a pris des dispositions pour se défendre. C'est ça les pièges. Lorsqu'on disait que M. Tshisekedi et le gouvernement sont allés signer un accord qui va être en notre défaveur, personne n'a écouté. Et aujourd'hui, les conséquences sur terrain, et là aujourd'hui, le Rwanda ne va pas retirer ses mesures défensives. Donc je chute par là pour que mon frère nous explique clairement pourquoi l'effectivité de l'accord tarde jusqu'à ce jour, quel est le souci, et c'est par après, je viendrai peut-être pour, n'est-ce pas, donner des avis consultatifs non obligatoires. Très bien. Alors, Monsieur Mike Azaria Kanou, quels sont les engagements qui ont été pris dans l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali, lesquels ont été respectés et lesquels n'ont pas été respectés jusque-là? On fait une sorte de bilan de cet accord un an après. Très bien. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On va essayer de mettre un peu de l'ordre dans... Allez-y. dans tout ce qui vient d'être dit ici, parce que c'est bien d'avoir un engagement politique, mais il faut avoir un engagement politique sérieux. Un engagement politique sérieux, c'est un engagement politique qui exprime une objectivité. Mon frère juriste qui est en face de moi, j'ai entendu, vous l'avez présenté aussi comme chercheur. Tout à fait. Je pense que je viens d'entendre la production d'une cassette qui a été préenregistrée par M. Kabila, par M. Kagame, par M. Kabound et tous les autres. Moi, par exemple, je sais que je suis un jeune, quarantaine et tout ça, mais je ne gobe pas n'importe quoi, vous voyez. Donc j'invite mon cher frère d'être sérieux dans son engagement. Je ne parle pas de sa personne, mais je parle de son engagement. On parle de l'accord. Vous dites, la RDC a une posture qui... Enfin, vous avez pas de beaucoup de choses, on va les ramasser. Vous dites que la RDC a une posture, je sais pas, vous avez dit mauvaise ou quoi que ce soit. Selon vous, l'analyse que vous faites, c'est que vous responsabilisez la République démocratique du Congo, vous pointez la République démocratique du Congo comme unique responsable de l'échec, je ne dirais même pas échec, parce que l'accord suit son cours, du blocage. Vous ne dites pas en quoi faisant. Vous avez cité les FDLR. D'accord. On a lu dans l'accord une responsabilité de la RDC de neutraliser le FDLR. D'accord. Vous et moi, on a lu cette phrase. Est-ce que je peux vous poser la question, vous, chercheurs en droit, juristes, acteurs politiques, dans quelle zone sont les FDLR? Vous avez une idée? Et pourquoi la RDC les a reconnus? J'en viens. Parce que c'est dans l'accord. J'en viens. Il n'y a aucune phrase où la RDC dit que la RDC, je sous-signais, la RDC reconnaît que les FDLR sont... Non, la RDC a plutôt pris l'engagement de neutraliser ce groupe armé. Effectivement, on va en venir. Comment on peut prendre un engagement alors que vous ne savez pas où se retrouve? Quand on parle de ces choses,
On ne doit pas être quelqu'un qui vient de sortir de l'université. Quand on parle de ces questions, on ne doit pas être quelqu'un, je ne fustige pas les mécaniciens ou les maçons, on ne doit pas être quelqu'un qui fait de la mécanique. Ces choses sont des choses sensibles, très très sérieuses. On doit les comprendre. On ne doit pas venir à la télé pour réciter les choses. On doit comprendre les dynamiques du fonctionnement des institutions, tant nationales que internationales.